récemment été élue présidente du comité des sans-papiers de Rouen. Et c'était pour moi pour la bonne cause. Parce que ici, arrivé en 2017 sur le territoire français avec 2 enfants, âgés respectivement aujourd'hui 12 ans et demi et 10 ans et demi, ils étaient encore petits. Déjà en guillemets, je me autodénonce, j'ai fait des mains et des pieds pour arriver en France. J'ai sollicité le consul général français en Algérie, expliquant ma situation, pourquoi je souhaiterais venir en France. J'ai 2 enfants qui sont porteurs d'une maladie, la thalassémie et la drépanocytose. Mon fils aîné à l'époque souffrait d'une détériorisation buccale. Il avait une carie vraiment majoritaire qui lui a bousillé la bouche depuis ses premiers pas. Et il ne savait pas s'attabler, il ne savait pas manger avec une cuillère, avec une fourchette, il n'y avait que des coulis. Le deuxième qui est né en 2013 avec une malformation congénitale, il n'avait pas le gros intestin. En Algérie, il ne savait pas, je ne dis pas il ne savait pas, mais il y avait une erreur médicale dès les premières heures néonatales. On lui a introduit une sonde rectale alors que l'anus n'existait même pas. Fortuitement, il a été, sans me demander, alors que j'étais dans l'étage au-dessus, césarisé. Il est parti dans un autre département. Le lendemain, à ma surprise, je ne trouve pas mon fils dans la couveuse parce que moi, je suis diabétique. Il est né à 6 kilos, un macrosome, un enfant d'une maman diabétique. Du coup, il est parti dans un autre département. Et l'autre département, à titre humanitaire, on l'a pris en charge et il a subi les premières chirurgies. En une semaine, il a eu 3 opérations. Il était plongé dans un coma. Après, les suites, c'était une poche colostomique. Les poches inexistantes en Algérie à l'époque. Heureusement qu'on a la famille en France. Et je rapatriais ces dernières au fur et à mesure. Et des fois, il n'y avait pas la poche colostomique, donc je m'arrangeais à faire une bande, voilà, et une couche. Bref, la situation, les problèmes familiaux, les injustices interfamiliales, si l'expression est juste, parce qu'il ne faut pas se cacher, des pays arabes, on a beau fait des études, on a beau été à l'université, on a beau fait tout ce qu'on veut, une fois marié, tu n'as pas droit à ouvrir ta bouche. Tu es dans la maison, tu dépends plus de ta famille, bouche cousue, tu as des enfants, tu allaites, tu fais à manger, le ménage, basta. Donc moi, j'ai jamais accepté ça, et du coup, j'étais pas battue, mais j'étais dans un état d'abattement total. Je voyais mon sang, je dis pas dans la semaine, mais dans la journée. C'est ce qui m'a mené à écrire au consul général français en Algérie, et ce dernier m'a répondu favorablement avec 3 visas. Et c'était un dossier explicatif parce que mon fils faisait des lavements barités dans un autre département, des chirurgies, alors qu'il n'avait même pas 2 ans. Je ne pouvais pas voir un enfant, d'ailleurs il y a des mamans peut-être dans la salle, même des papas, on ne peut pas voir son enfant faire caca de son ventre. Partir comme ça, voilà. Je suis venue en France en 2017. La première des choses, c'était le soulagement. Je ne vais plus avoir des gifles le lendemain. Je ne vais plus avoir des crachats le lendemain. Je suis en France, je suis à Paris, je suis arrivée. Voilà, le soulagement. Ma sœur, qui était ici déjà bien avant moi, qui préparait un doctorat en communication institutionnelle à Mont-Saint-Aignan, elle a préparé déjà en amont des rendez-vous pour mes fils. Après, on a été à Henri-Mondor à Paris, mais qui m'ont directement conseillé d'aller vers le CHU de Rouen. Parce que le CHU de Rouen, il y a une spécialité pour la thalassémie et la drépanocytose. On s'est déplacé, après on s'est installé directement ici, parce qu'arrivée en France, je ne suis pas arrivée, je ne mens pas, je ne suis pas arrivée les poches vides.
J'ai rapatrié tout ce que j'avais là-bas. Je parle de mon travail parce que j'étais interprète sur site avec les sociétés étrangères pour le construction de l'autoroute algérienne. Donc j'ai travaillé avec le construction japonais, avec le construction américain et j'ai signé des contrats avec eux. Mais lorsque j'ai rompu mes contrats, je n'ai pas gagné la totalité. Donc voilà, les bijoux un peu par-ci, un peu par-là. Et je suis arrivée. Les premiers soins, c'était moi, Charles Nicole, qui les payait. C'était des consultations qui variaient. Les bilans aussi, ça dépassait des fois j'ai payé une fois pour les deux 900 €, qui ne m'ont jamais été, mais l'essentiel qu'on arrive. Mes enfants ont été pris en charge, mais on m'a dit, je me rappellerai toujours de la phrase du médecin, l'oncologue, il m'a dit, Madame, vous racontez une histoire, et ça m'a fait un petit peu... Voilà, après, il m'a dit, c'est pas que je vous dis que vous mentez, mais c'est absurde ce que vous racontez. Tout ça, et les enfants sont toujours vivants, parce que c'est des hospitalisations en Algérie, avec des vaso-occlusifs, et on ne savait pas c'est quoi, injection de Doliprane, injection de ça, et voilà, des hospitalisations. La salle, elle est comme ça, il y a 12 lits. Quand il y a une infection, c'est les 6 avec qui contaminaient les 6 autres. C'était vraiment, voilà, les hôpitaux en Algérie. Et le privé, c'était pas grand-chose, hein, parce que celles qui travaillent, vous parlez tout à l'heure des aides-soignants, des médecins, tout ça. Nous aussi là-bas, on souffrait de ça. Parce que quand elle fait le travail, l'aide-soignante, elle le fait à l'hôpital public. Le soir, quand elle part à la clinique privée, elle vous sèche les larmes. Alors que le matin, si vous demandez un verre d'eau, elle vous crie dessus. Alors, voilà, c'était, voilà. Et du coup, à Charles Nicole, ils m'ont dit, il faut qu'on le reprenne à zéro. Ils étaient repris à zéro et il s'est démontré des ravages. Lui, César, on l'appelle le miraculeux à Charles Nicole. 11 opérations chirurgicales. Un ventre charcuté. Personne ne croyait. Quand elle a ouvert la chirurgienne, elle a décidé de les opérer les deux en même temps. Parce qu'un qui avait des ganglions de trop, qu'il n'en avait plus besoin, et l'autre, pour son immunité, il n'en avait pas. Du coup, c'était une greffe ganglionnaire. Un 23 mars 2018. Et du coup, quand elle est remontée, elle m'a dit, c'est miraculeux comment il a pu vivre et survivre. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une catastrophe. C'est comme une grappe de raisin et c'était des agrafes. Parce qu'en Algérie, il a fait une opération chirurgicale parmi les opérations et c'était à la GA60. C'était un appareil comme une agrafeuse. Et il a vécu avec ça jusqu'à son arrivée en France, sachant qu'il est né en 2013 et cette opération datait de 2014. Elle m'a dit, j'ai fait un curetage, j'ai enlevé et j'ai fait un petit tuyau pour qu'il ait... La poche colostomique, elle n'y était plus. Son frère, c'était un autre, voilà, il a été opéré à l'âge de 10 mois en Algérie parce qu'il y avait quelque chose dans la partie intime qui n'allait pas. J'ai dit oui. Je suis arrivée en France, ils m'ont dit, c'est raté. Et c'est trop tard. L'enfant a été opéré à 10 mois, il a 6 ans maintenant, c'est mort. Et la France a décidé de le poursuivre, genre dans les soins à long terme. L'aide médicale de l'État m'a été attribuée parce que l'hôpital a fait la demande et j'ai eu la chance, parce que ça se dégrade, comme m'a dit Safi, de jour en jour, on perd l'accès à l'AME. Parce que moi, arrivé en 2017, ça m'a pris 3 mois et ça a été attribué à 100%. Parce qu'ils ont jugé que, voilà. Donc, les soins. Après, les jours se succèdent, les soins, les rendez-vous, machin, tout ça. Et moi, ma santé, elle me rattrapait. C'était à bas l'échelle. Je me fais consulter par une endocrinologue qui me dit, ça ne va pas. Ça ne va pas chez vous. Ok, j'en fais quoi? Je commence les bilans et c'est démontré que j'ai une série de pathologies. C'est vrai, j'étais diabétique en Algérie, j'étais indisciplinée, j'étais sous un pH et je détestais me faire piquer avec le truc, avec la seringue. Des fois, je faisais mes insulines, des fois, je ne les fais pas une semaine. Ce
qui m'a vraiment entraîné beaucoup de complications. Parce que moi, si j'ose dire, pour moi, le diabète, c'est la pire maladie. C'est comme un poule à plusieurs tentacules. Elle attaque les yeux, les reins, le cœur. C'est catastrophique. Du coup, elle m'a dit, on a fait les bilans, et à ce moment-là, elle m'a dit, ça ne va pas. Moi, ce que je vous propose, votre diabète, il vous a anéanti. Je vous propose la pompe à insuline, qui est un dispositif, voilà. Il s'est avéré aussi que je souffre d'une neuropathie. Les docteurs ici, c'est sûr. Une neuropathie des mains et des pieds, parasthésie, machin, tout ça. Et c'est vrai, je sens rien, ni pieds, ni mains. Après, j'ai fait la pompe à insuline, j'ai fait la formation, comment la place, machin. Au début, il y avait l'infirmière Orkin qui venait me montrer. Après, elle m'a certifié que je peux l'utiliser, il n'y a aucun souci. Je suis sous pompe à insuline depuis 2019. J'ai l'insuline, j'ai le matériel, tout ça. Entre deux, j'ai oublié de vous dire, j'ai entamé des procédures à la préfecture. La première fois, on a jugé que mon diabète n'a aucune importance d'être soignée ici. Il faut que je revienne en Algérie. Je ne vous cache pas, je me suis cachée. Je suis partie à Elbeuf et je me suis cachée de peur. Parce que quand on met un dossier à la préfecture, quand on vous donne une obligation de quitter le territoire, on n'est pas informé, on a peur même de demander, parce qu'on ne sait pas à qui demander, de peur de « Ah oui, elle n'a pas de papier, ah, elle a une obligation de territoire, peut-être on va appeler, on va le reconduire. » C'est la peur. Mais mes enfants étaient à l'école, ils ont continué à être à l'école. Après, il y avait le Covid, c'était un soulagement. Pourquoi un soulagement? Parce qu'il n'y a personne qui cherche après personne. Mon fils, voilà, il y a mon fils qui a un gros souci d'harcèlement scolaire, et j'ai appris ça en France, harcèlement scolaire, parce que je ne savais pas c'était quoi. Alors qu'on souffrait déjà de ça en Algérie, mais je ne le connaissais pas, l'harcèlement. Ok, c'était un soulagement pour lui aussi, parce qu'il n'y a plus personne qui lui met. À l'époque, c'était le jeu de string, le fameux lacet, je ne sais pas. Du coup, il n'y a personne qui lui faisait ça, et c'était un soulagement. En 2021, je me suis dit que peut-être les choses se sont calmées, donc je vais entamer encore une demande de séjour. Je pars à la préfecture avec le dossier, avec le rendez-vous. La dame, dans les guichets, le numéro s'affiche, je m'approche, elle me dit « Donnez-moi votre passeport ». Je donne mon passeport, elle part, elle ne revient pas. Entre nous, j'ai eu peur. Je me suis dit, si 5 minutes elle ne revient pas, je repars, même si elle garde mon passeport. J'ai eu peur qu'elle m'envoie quelqu'un pour... J'ai eu peur. J'attends. Elle vient, elle me dit, je vous invite à repartir dans votre pays et reformuler une demande. Mais il n'y a pas de mal que les enfants restent ici en France. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous me dites ça? J'ai l'obligation de quitter le territoire, ça fait 2 ans qu'elle a expiré. Là, c'est une nouvelle demande avec de nouveaux éléments. Elle me dit, ben moi je vous dis ça, parce que les supérieurs en haut m'ont dit ça. J'ai rebroussé chemin avant de partir, parce que si on accède à la préfecture avec un rendez-vous, il faut tout faire avant de sortir, parce qu'il suffit de sortir, on n'a plus le droit de rentrer, même si on passe une semaine devant la porte. Oui. Donc, je suis partie, je suis revenue. J'ai demandé à l'accueil, j'ai dit excusez-moi, moi j'ai demandé un rendez-vous pour voilà, j'ai mon dossier avec moi, comment dois-je faire pour présenter ce dossier? Elle le lit, elle me dit je me permets, elle consulte, elle m'a dit c'est qui vous a dit ça? J'ai dit ben la dame, elle me dit non, asseyez-vous. Elle ramène une autre qui est la défendeuse de droit à la préfecture. Elle me parle, elle me dit ça fait combien que vous êtes ici? À l'époque c'était 5 ans. J'ai dit ben ça fait 5 ans. Elle m'a dit vous avez appris à parler français? J'ai dit ah, excusez-moi, je ne parle pas français quand je suis arrivée en France, je le parlais déjà. Mais voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle me dit bah pour moi, allez chercher un timbre de 50 € et venez, je valide votre dossier d'inscription, donc un dépôt de dossier. J'ai dit c'est avant. Après, elle m'a dit, avant ça, venez ici et rédigez-moi dans 2 feuilles, comme ça, dans un box. Qu'est-ce que vous faites dans la journée, dans le quotidien en France? Et quels sont... qu'est-ce que vous savez faire dans la vie, tout ça? Ok.
j'ai commencé à rédiger tout ça. Et là, elle les prend, elle me dit waouh, ce sont 2 attestations très présentées, très bien présentées, que je n'ai jamais eues pour un dossier. Elle les prend et je pars. 15 jours après, je reçois l'enveloppe de l'OFII. Je me présente chez le médecin traitant, elle me remplit, on était confiants parce qu'il y a de nouveaux éléments, il y a de nouvelles pathologies, il y a un traitement, il y a un suivi, il y a tout. Et je le remets en main propre à l'OFII. Le 23 septembre, je l'ai mis le 15 juillet. Le 23 septembre, j'appelle, le 27 septembre, j'appelle. Allô madame, voilà, je n'ai pas reçu depuis juillet une info pour mon dossier. Est-ce qu'il y a du nouveau? Elle me dit le nom, prénom, ok, madame Sadi, Soumaïa, ok. Elle me dit, votre réponse a été rendue à la préfecture le 23 septembre dernier. Ok, il y a quoi? Elle me dit, c'est un refus. J'ai dit, comment ça un refus? Elle m'a dit, allez soigner votre diabète dans votre pays. Il y a l'insuline là-bas. J'ai dit, mais madame, excusez-moi, mon dossier, tout ça. Elle me dit, je suis une infirmière, je ne peux rien faire. J'appelle la préfecture, il y a un monsieur qui m'a grondé au téléphone, il m'a dit, n'appelez pas, c'est un service gouvernemental et c'est l'accueil, n'appelez plus. C'est une... voilà, j'appelle plus. Je me dirige vers la préfecture, personne ne me laisse rentrer, prenez un rendez-vous, mais pour quel motif je prends un rendez-vous? Il n'y a pas un motif pour contester ou quelque chose comme ça, il n'y a que des dépôts de rendez-vous. J'ai pleuré les larmes de ma vie, j'ai vu ma vie se dégrader parce qu'en 5 ans, comme le monsieur a dit tout à l'heure, je ne suis pas, et jusqu'à maintenant, je ne suis pas bras croisés. Certes, le système, il nous attire vers le fond. Pour être régularisé, il faut travailler. Pour travailler, il faut être régularisé. Donc, on tourne en rond alors qu'on a des capacités. On parle français. On est intégré. Je ne parle pas seulement de moi, mais je parle de 36 000 combien d'émigrants ici sur le sol français qui viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de tous horizons. Alors voilà, on ne nous donne pas le truc. Moi maintenant, en 2023, le 18 octobre, d'ailleurs c'est 11 ans que c'est le décès de ma mère aujourd'hui, elle nous a quittés un jour comme aujourd'hui. Et je peux que être fière de moi. Pourquoi? Je ne jetterai pas des fleurs. Mais être sans papier et enseigner français au Secours catholique, avoir des élèves, faire le bénévolat, aller vers les gens pour demander... Oui, Blaise Pascal. Voilà, Blaise Pascal, mes enfants, le Sacré-Cœur. J'écris mon livre aussi. Je suis une formation pour écrire mon livre. Et c'est un hommage pour mes enfants et pour ma mère. Je suis parent d'élèves, commissionnaire des conseils de discipline et j'œuvre au collège pour aider les familles qui ne parlent pas français, qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit sur pronom, DRCN. Il ne faut pas croire, parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Nous tous, on est victimes de la réussite Internet. Donc, on fait beaucoup de choses. Il nous manque seulement le droit d'être régularisé. Parce qu'ici en France, il faut dire la vérité, si on n'aime pas la France, on ne serait pas venu. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Je vis seule avec mes enfants. J'élève seule mes enfants. Que ce soit dans le foyer. J'ai fait le foyer. J'ai été mise dehors le 22 septembre dernier. Un matin, j'étais en réunion avec monsieur Rossignol à la mairie pour militer et demander un petit local pour qu'on puisse se réunir et avoir des réunions. Le téléphone sonne. Madame Sadi, il faut appeler votre premier accueil, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a quoi? J'ai pensé à tout et à rien. Madame Sadi, vous devez quitter et libérer la chambre en 48 heures. Pour aller où? Vous nous avez changé de... Non, dehors. Donc faire 2 nuits à Gros-Horloge, et merci aux maraudes qui dégagent leurs chiens parce qu'on a une phobie, dormir avec eux sans crainte. Et solliciter tous les connaissances, Madame la députée, Monsieur le président de l'association tel, jusqu'à ce qu'on a pu nous trouver quelque chose, mais qui n'est pas dans le temps. Hein. Ça peut finir d'un mois à l'autre. On n'a même pas, et c'était écrit, Madame
Sadi Soumaya, femme plus 2 enfants sans solution. Et le nom barré, donc dehors. Sans solution. Sans solution, c'était écrit sans solution. On a été pour parler avec Lofi. Lofi refuse de dire pourquoi elle m'a donné un refus. Après, ils disent que le dossier n'a pas été épluché. Lors d'une inauguration d'une école à Canteleu, l'année dernière, j'ai été conviée pour assister. Il y avait les députés, les élus, la préfecture, tout ça. Moi, j'étais avec un courrier que j'ai écrit avec la main. Un courrier explicatif sollicitant Monsieur le préfet, Monsieur Durand, de me répondre pourquoi j'ai pas une réponse à ma demande de titre de séjour. J'étais comme ça, j'ai vu l'inauguration, tout ça, et quand on a terminé, on a coupé le ruban, on nous a invités pour partir, pour voir l'école et tout ça. Voilà, je termine. Mon seul souci, c'est de trouver à qui donner mon courrier. Et là, une députée, une élue à Canteleu, elle m'a envoyé du monde pour me faire sortir, parce qu'une sans-papier, tout ça, elle va bousiller l'image. J'ai dit, je ne vais rien faire, je vais donner un courrier. Et là, elle m'a repéré la députée, et elle m'a envoyé son garde-corps. Il est venu, il m'a dit, elle veut vous parler. Je suis partie lui parler, je lui ai dit, j'ai un courrier, un simple courrier à donner. On est parti voir avec son aide la secrétaire de M. Durand à l'époque, Madame Béatrice Stéphane. Elle me dit, voilà, on a parlé, elle m'a dit, votre profil nous intéresse. Si jamais la France vous donne le droit d'être régularisé, en quoi vous pourrez être utile à la France? J'ai dit, moi je vise la préfecture. Je veux travailler à la préfecture. Voilà. Elle m'a dit, voilà. On va finir là-dessus. Madame future préfète.